Nous avons envie de croire qu'il y a une raison à tout, que tout ce qui nous entoure peut être expliqué, y compris les phénomènes les plus étranges et les plus surprenants. Mais certaines choses dépassent pourtant notre entendement. Est-ce bizarre ou pas? L'esprit humain est-il doté de pouvoirs qui nous échappent? Une mère de famille affirme qu'une vision a aidé à résoudre un meurtre. Je ne me suis jamais sentie aussi seule. Les pouvoirs psychiques peuvent-ils élucider des crimes? En Californie, un homme se souvient de chaque instant de sa vie. Je me souviens, comme d'hier, d'un jour vieux de 40 ans. Peut-on avoir la mémoire absolue? Un homme guérit des maladies incurables par la prière. Est-ce un miracle ou un triomphe de l'esprit sur le corps? L'effet placebo expliquerait quelques guérisons, mais il y en a des milliers. Bizarre ou pas? En 1980, la police de Los Angeles, en Californie, passe au peigne fin la banlieue résidentielle où vit Etta Smith, une mère de famille. Le quartier était un peu sur les nerfs. On ne voyait pas ça tous les jours. Une infirmière est portée disparue. On soupçonne un meurtre. D'une façon pour le moins insolite, Etta va bientôt se retrouver au centre de l'enquête. Je suivais tous les bulletins d'information sur les recherches en cours. Et j'ai entendu qu'ils allaient fouiller chaque maison. Au moment précis où j'ai entendu ça, tout s'est enchaîné en un instant. C'était comme de voir un film. J'ai vu des images d'un endroit précis. Il y avait un sentier avec une forme blanche au milieu de buissons et je savais où c'était. Pour la première fois de sa vie, Etta pense avoir une vision. Persuadée de savoir où est l'infirmière, elle se sent perplexe et désemparée. Je n'arrêtais pas d'y penser. C'était vraiment trop troublant. J'hésitais à contacter la police. Je ne voulais pas avoir l'air d'une folle. Mais cette femme pouvait peut-être être secourue. Etta décide de se rendre sur les lieux de sa vision, un ravin des environs. Sur place, son don naissant prend une intensité nouvelle. J'ai vu de la terre déplacée et des traces de pneus. Dès que j'ai posé mes mains sur les traces, j'ai senti une force très néfaste. Mon cœur battait à toute allure. J'avais très envie de m'enfuir. Surmontant sa peur, Etta se laisse guider par son instinct. En contrebas du chemin, j'ai aperçu quelque chose. C'était des chaussures blanches d'infirmière. J'ai compris que c'était elle. Je n'ai jamais autant souhaité avoir tort. J'ai couru pour alerter la police. À l'arrivée de la police, Etta a une très mauvaise surprise. Au lieu de la remercier, les enquêteurs l'accusent d'être mêlée au meurtre. Abasourdie, elle est placée en garde à vue. J'étais sous le choc. Je n'arrêtais pas de pleurer. J'ai subi une fouille intégrale et on m'a mise en cellule individuelle. Ça a été un cauchemar. Après 4 jours de détention, Etta est finalement libérée. Peu après, 3 hommes sont arrêtés puis jugés coupables du viol et du meurtre de l'infirmière. Etta porte plainte contre la police pour arrestation infondée.
Après 6 ans de procédure judiciaire, elle obtient gain de cause. Mais aujourd'hui encore, Etta peine à comprendre ce qui lui est arrivé. J'ignore si c'est l'âme de l'infirmière qui est venue m'inspirer cette vision. Je n'en sais rien. Ça reste un mystère. Qu'est-ce qu'Etta Smith a vraiment vécu ce jour-là? A-t-elle eu une vision extralucide? D'autres qu'elle affirment résoudre des crimes grâce à un don surnaturel. Ce sont les enquêteurs médiums. Mais cela est-il possible? Il y a 2 types de médiums. Certains n'ont aucun don, mais croient en avoir un. Ce sont des affabulateurs. Les autres non plus n'ont pas de don, mais ils le savent. Ce sont des charlatans. Joe Nickell enquête sur les témoignages paranormaux. Il ne croit pas aux visions médiumniques et autres perceptions extrasensorielles. La voyance est le fruit d'illuminés ou d'escrocs qui vous suggèrent ce que vous voulez entendre en jouant avec les probabilités. Aucun médium n'a jamais obtenu de résultats incontestables. Mais si la voyance n'existe pas, comment expliquer les résultats que les enquêteurs médiums mettent en avant? La plupart des médiums interprètent après coup leurs déclarations en fonction des événements. Un médium sème de prétendus indices, tels qu'une vision d'eau ou d'un grand édifice. Lorsque les équipes de recherche découvrent la victime, ils rappellent qu'il avait évoqué de l'eau et que le corps a été retrouvé près d'un cours d'eau. Il identifie aussi un bâtiment des environs à l'édifice qu'il a mentionné et le tour est joué. S'il voit le numéro 7, il l'associe à une distance significative ou à la plaque de la voiture du shérif. Ces broutilles n'aident pas la police à retrouver le corps, mais ça permet aux médiums de valider la véracité de ces expériences mystiques. Etta Smith aurait-elle retrouvé l'infirmière par hasard? Tous ceux qui prétendent avoir des dons de voyance ne sont pas malhonnêtes. Mais je pense que certaines personnes ont une personnalité tournée vers l'affabulation. Ils se laissent convaincre par la vraisemblance de ce qu'ils imaginent, alors qu'ils n'ont aucun don. Les enquêteurs médiums n'aident pas la police. Je ne crois pas qu'ils fournissent des indices. Ils donnent de faux espoirs et répandent l'ignorance et la superstition au sein de notre société. Ils encouragent de pauvres gens à consulter des voyants et à croire au surnaturel. Tout ça au détriment d'une approche rationnelle. Dans le monde où nous vivons, il faut se servir de sa tête pour analyser les faits et formuler des jugements rationnels, pas pour suivre des intuitions qui ne mènent à rien. Les médiums ont-ils de vrais pouvoirs? Comment Etta Smith a-t-elle contribué à élucider un meurtre? Etta a eu une vision. Elle est extralucide. À Los Angeles, l'intuition d'une femme aide la police à élucider un meurtre. A-t-elle des dons extralucides? C'est ce que pense le médium Tana Hoy. Quand j'ai appris ce qui est arrivé à Etta, je me suis dit qu'elle avait un don de clairvoyance spontanée. Je crois que l'âme de l'infirmière l'a poussée à retrouver son corps. Si quelqu'un peut défendre le rôle des médiums auprès de la police, c'est bien Tana Hoy. Il affirme avoir contribué à élucider un double homicide. Alors qu'il était en direct à la radio, il a aussi prédit une attaque terroriste 90 minutes avant l'attentat d'Oklahoma City en 1995. Un sujet peut entendre un mot ou une phrase qui va éveiller en lui un souvenir ou une vision extra-lucide. Elle a eu une vision. Elle a vu le ravin où se trouvait le corps. C'est un exemple de clairvoyance.
En posant sa main sur les traces de pneus, elle est entrée en connexion avec l'énergie du véhicule. Je suis convaincu qu'Etta a une vision clairvoyante. Comme son nom l'indique, la clairvoyance correspond à des visions d'une grande clarté qui vous viennent à l'esprit, et c'est ce qui s'est passé dans son cas. Je crois que nous sommes tous médiums, mais que nous ne savons pas tous comment développer et canaliser ce don. De nombreux hommes d'affaires disent avoir agi sur une intuition. De nombreuses personnes se lancent dans un investissement ou décident de ne pas embaucher une personne sur la foi d'un simple pressentiment. C'est comme l'intuition féminine. Ce sentiment d'avoir su que quelque chose allait se produire, que quelqu'un est en train de vous mentir, ou encore que vous pouvez ou non faire confiance à telle ou telle personne. Ce sont des expériences extralucides, même si on ne les appelle pas comme ça. Tout ce que vous ressentez en dehors de vos 5 sens relève du don médiumnique. Mais si Etta a bien eu une vision, pourquoi la police a-t-elle refusé de la croire? On parlait beaucoup moins de médiums au début des années 80. Maintenant, on en voit souvent à la télévision. Je doute qu'Etta aurait été arrêtée à l'heure actuelle. Son étonnante intuition doit-elle encourager les enquêteurs à faire appel aux médiums? La plupart des médiums qui aident la police le font par altruisme, pas pour se faire connaître. Ça arrive bien plus souvent qu'on imagine. Mais Etta Smith a-t-elle eu une authentique vision? Le professeur de psychologie Tim Moore pense le contraire. Elle a dû surprendre une conversation dans son voisinage, sans la comprendre sur le coup. C'est en faisant le lien qu'elle a alerté la police. Selon Moore, un stimulus a fait surgir de la mémoire inconsciente d'Etta une image qu'elle a prise pour une vision. En psychologie, on parle de fausse attribution. Il y a fausse attribution quand on pense tenir une information d'une source donnée alors qu'elle a été suggérée ou acquise d'une autre manière. Etta Smith n'a pas tué l'infirmière. Comment a-t-elle localisé le corps? Je crois que les coupables avaient la langue bien pendue et qu'ils ont parlé de leurs crimes dans leur quartier, là où vivait aussi Etta. Sa vision a-t-elle été induite par une conversation qu'elle aurait entendue fortuitement? Si Etta n'y prêtait pas attention au moment où elle l'a entendue, elle a pu néanmoins enregistrer un renseignement précis sans se rappeler de sa source. Plus tard, elle a entendu un bulletin d'information parlant d'une personne disparue. Il lui est alors revenu un renseignement à ce sujet, sans qu'elle en sache l'origine. Mais comment a-t-elle pu savoir précisément dans quel ravin se trouvait la victime? Elle devait bien connaître les environs. Le renseignement source a pu activer chez elle une carte mentale des lieux du crime. Si les sentiers du coin sont facilement identifiables, ça a pu lui suffire à localiser le corps. C'est très plausible. La résurgence d'un souvenir inconscient a-t-elle conduit Etta sur les lieux du crime? Ou bien est-ce une vision extralucide qui lui a permis d'aider la police à résoudre l'affaire? Quelle que soit la vérité, cette histoire est pour le moins bizarre. On dit parfois que chacun d'entre nous a un talent bien à lui. Et c'est en tout cas vrai pour Bob Petrella. Son don fait de lui un être véritable unique en son genre. Les réactions varient, mais beaucoup de gens sont très surpris. Ils trouvent ça sensationnel. Même ses amis intimes ne s'habituent pas à son aptitude hors du commun. Bien joué. Le 18 mai 1980.
L'éruption du Saint-Helens? Le gaz sarin dans le métro de Tokyo. Le 20 mars 95. Exact. Les noces de Lady Di? Le 29 juillet 81, un mercredi. On pourrait croire que Bob a seulement une très grande culture générale, mais son incroyable talent ne s'arrête pas là. Il se souvient du moindre instant de chacun des jours de sa vie. J'ai lancé un bol de soupe au plafond ce jour-là. Certains pensent que j'invente de faux souvenirs. Mais tout ce que retient le cerveau de Bob est exact. Sa mémoire est pour ainsi dire parfaite. Quel jour je suis né? Le 8 novembre. De quelle année? 68. Quel jour de la semaine? Un vendredi. Qu'as-tu fait ce jour-là? Il y avait un match. Nelson River Falls contre Hopewell. Hopewell a gagné 28-7. Bob est un ami idéal. Il se souvient de tous mes anniversaires, mais aussi de moments que j'avais complètement oubliés. Des fois, il m'appelle pour me dire qu'il y a 10 ans, on était ensemble dans tel avion pour telle mission. Dans ces cas-là, je le crois sur parole. Je l'appelle aussi pour son anniversaire de mariage. Toi, c'est le 8 novembre. Toi, le 2. Et toi, le 11 juillet. Très impressionnant. C'est cool d'avoir un ami comme lui. D'autant qu'il ne la ramène pas trop avec son don. Il est assez discret. Parle pour toi. Si on regarde un match ensemble, il me sort: tu te souviens de cette phase de jeu il y a 3 ans? Alors que je sais plus ce que j'ai fait la veille. Il se rappelle le moindre détail d'un match. Parfois, j'oublie qu'il sort de l'ordinaire. Et j'ai l'impression d'avoir une mémoire de poisson rouge. Aussi incroyable que ça puisse paraître, Bob se souvient en détail de chaque instant de sa vie. C'est perturbant. Parfois, je me surprends à évoquer des moments sans importance. Tel jour chez le coiffeur ou tel déjeuner. La plupart des gens me regardent avec des yeux ronds. Mais comment est-ce possible? Notre mémoire nous fait tous défaut de temps à autre, depuis les mots qui nous restent sur le bout de la langue jusqu'aux rendez-vous qui nous sortent de la tête. Le 1er mai, il y a 10 ans, que faisais-tu? Voyons, le 1er mai 1991, je bouclais un sujet à la Pacific State University et c'était les sélections de la Ligue de football. Ah ouais? Ça colle avec l'époque des sélections. Et le 1er mai 81, je gardais une maison à Laurel Canyon pour une certaine Madame Ban. Le 1er mai 71 tombait un samedi. J'étais sur la côte Est et j'ai bu de l'alcool pour la première fois dans un bar. On a vérifié mon âge. C'était 3 jours après mes 21 ans. Mais Bob n'est pas la seule personne à posséder une mémoire extraordinaire. Il fait partie d'un club très fermé. 20 personnes au monde sont ce que les scientifiques appellent des hypertimésiques. Ils se souviennent du moindre événement de leur vie. Ça me fait toujours bizarre quand je me souviens, comme d'hier, d'un jour vieux de 40 ans. Je ne sais pas comment ça marche. Ça m'est venu naturellement. Comment expliquer le don exceptionnel de Bob Petrella? Sommes-nous tous capables de développer une telle mémoire? On peut tous en faire autant. En Californie, un homme a un don époustouflant. Il se souvient du moindre instant de tous les jours de sa vie. Est-il doté d'un super pouvoir? En entendant cette histoire, j'ai eu des doutes. Gary Marcus est chercheur en sciences cognitives. D'après lui, les gens doués d'une mémoire absolue n'ont rien de surhumain. Il s'agit de personnes qui passent beaucoup de temps à étudier leur propre vie. Ils s'accrochent peut-être à leurs souvenirs de peur qu'ils leur échappent, consciemment ou non. La plupart des gens se rappellent de bons moments sans que ça tourne à l'obsession. Mais les personnes atteintes par ce syndrome sont fascinées par les détails de leur vie.
Je trouve ma vie intéressante, mais je préfère penser à l'avenir plutôt que de consacrer mon temps à faire défiler mes souvenirs. Pour certains, c'est une passion, comme la généalogie ou les résultats sportifs. Quand j'étais petit, je retenais les statistiques de baseball, c'était ma passion. Chacun consacre plus de temps à un sujet qu'à un autre. La mémoire absolue n'est-elle qu'une forme d'obsession? Pour le savoir, Marcus a examiné d'autres personnes présentant ce syndrome. Ceux qui ont étudié ce phénomène se sont concentrés sur ce que les sujets étaient capables de retenir. Tandis que moi, j'ai essayé de mettre en évidence les lacunes de leur mémoire. Lorsque Marcus les soumet à des tests standards, tels que la mémorisation d'une liste de noms, ils n'obtiennent pas de meilleurs résultats que la moyenne. On a tous peur d'être remplacés par des machines, dont la mémoire est bien meilleure. Une personne dont la mémoire semble égaler celle d'une machine nous fait nous sentir mieux. Mais aucun humain ne peut rivaliser avec la mémoire d'une machine. La mémoire photographique est un mythe. On ne peut pas contrôler notre mémoire à la manière d'un ordinateur. Les hypertimésiques se rappellent très bien des détails de leur propre vie. Mais ce n'est pas vrai pour tout. Si une chose ne les intéresse pas, ils ne s'en souviendront pas. Bob aurait-il simplement choisi de mémoriser obsessivement sa vie? Cette théorie ne fait pas l'unanimité. Le psychologue James McGough a été le premier à étudier l'hypertimésie. Ce qui me surprend le plus dans ce syndrome, moi comme les autres, c'est que ce soit possible. Si on vous demande ce que vous avez fait hier, vous vous rappellerez votre journée sans problème, tout comme sans doute pour la veille. Les hypertimésiques peuvent faire la même chose, mais pour chaque jour de leur vie. Le problème est de savoir comment ces gens en sont capables, alors que le reste d'entre nous ne se souvient que d'une journée ou deux avec exactitude, hormis les événements marquants tels que les mariages, les enterrements ou encore les accidents de voiture. Après avoir examiné plus d'une dizaine d'hypertimésiques, il est convaincu qu'il ne s'agit pas d'une obsession. L'une d'entre elles a très justement démenti l'hypothèse selon laquelle elle retiendrait compulsivement tous ses souvenirs, en faisant remarquer que son travail et ses autres activités ne lui en laissaient pas le temps. McGough pense que les gens tels que Bob sont de véritables phénomènes, dont les facultés mentales dépassent celles des esprits les plus brillants. Une personne normale peut par exemple se servir de moyens mnémotechniques pour retenir 30 000 décimales du nombre pi. Mais ça se limite à ce type d'information. Les hypertimésiques enregistrent tous les événements de leur quotidien sans distinction d'importance. Mais s'il ne s'agit pas d'une obsession, comment peuvent-ils se rappeler chaque détail de leur vie? McGough propose une étonnante hypothèse. Il est possible que toutes nos expériences vécues soient stockées dans un endroit du cerveau. On aurait tous le même bagage de souvenirs, mais seuls les hypertimésiques y auraient accès. Pourquoi alors ne sommes-nous pas tous capables d'en faire autant? On commence à se rendre compte que certaines zones du cerveau de ces individus sont plus grandes que chez un sujet lambda du même âge et du même sexe. Une zone du cerveau appelée noyau codé serait 7 fois plus grande chez les personnes hypertiméniques. Serait-ce l'explication du don de Bob? Si le cerveau humain peut faire ça, ça met en évidence l'existence d'une faculté extraordinaire qui joue un rôle d'une importance capitale. Les hypertimésiques ont-ils un cerveau survitaminé ou bien y a-t-il une autre explication à leur prouesse? Je commence par cibler l'année en question. Ensuite, je me concentre sur le mois.
Mary Spiller est chercheuse en psychologie à l'université d'East London. Selon elle, cette mémoire exceptionnelle pourrait s'expliquer par un phénomène neurologique appelé synesthésie. On peut décrire la synesthésie comme un enchevêtrement de sens. De la musique peut être perçue sous forme de couleurs, ou des mots peuvent être associés à un goût. Par exemple, le mot demain peut avoir un goût de bacon et ordinateur un goût de glace. La lettre F peut être rose fuchsia et le numéro 5 de couleur bleue. On pense que la synesthésie est héréditaire, ce qui veut dire que les personnes qui ont cette disposition la tiendraient d'un de leurs parents ou de leurs grands-parents. On cherche actuellement les gènes associés à la synesthésie. Mais comment ce phénomène étonnant peut-il avoir pour conséquence une mémoire absolue? Mary Spiller pense que les gens comme Bob présenteraient une forme rare de cette disposition, appelée synesthésie spatio-temporelle. Les synesthètes spatio-temporels voient le temps. Les mois de l'année peuvent par exemple former un cercle autour d'eux. Janvier serait à tel endroit, et ainsi de suite pour les autres mois. Ça fonctionne aussi pour les années. Cette capacité à visualiser le temps est-elle le secret d'une mémoire parfaitement organisée? Si on interroge un synesthète sur un moment précis de son passé, il va le visualiser dans l'espace, comme s'il consultait un classeur. La synesthésie spatio-temporelle facilite beaucoup la mémorisation d'un événement. De fait, les hyperthymésiques affirment localiser dans l'espace les moments du passé qu'on leur demande de se rappeler. Je vois l'emplacement d'une date, d'abord l'année, ensuite le mois, et enfin le jour. Serait-ce la preuve que Bob et les autres hyperthymésiques sont des synesthètes spatio-temporels? Il est possible que les cas aigus d'hyperthymésie résultent d'une synesthésie spatio-temporelle. Voir le temps en 3 dimensions est un avantage énorme pour stocker des souvenirs. La mémoire absolue de Bob s'explique-t-elle par cette aptitude à visualiser le temps, ou bien son cerveau est-il légèrement différent du nôtre? À moins que sa propre vie ne le fascine au point qu'il ne veuille pas en oublier une seule minute. Bizarre ou pas? En 1993, Julie Spawn mène une vie heureuse auprès de ses enfants et de Greg, son mari. Mais un soir du mois d'août, sa vie chavire brutalement. On était à table et quand Julie s'est assise, j'ai entendu un grand craquement, comme une batte de baseball qui se fend, et sa tête s'est écrasée sur la table. En s'asseyant, Julie vient de se heurter le côté du crâne contre un meuble. Après ça, la femme que j'avais connue a disparu de longues années. Je m'étais fracturé l'arrière de l'os temporal, ce qui a causé une importante hémorragie. Julie est très gravement blessée. En un instant, sa vie vient de basculer. Les 13 années qui ont suivi, ma vie a été un enfer. J'avais des maux de tête tous les jours, des problèmes de vue. Je ne pouvais ni marcher, ni dormir. Julie consulte les meilleurs spécialistes, mais leur verdict est unanime. Son traumatisme cérébral la fera souffrir atrocement jusqu'à la fin de ses jours. J'étais dans le creux de la vague. J'avais peur de ne pas tenir le coup. Mais un après-midi, alors que Julie regarde un reportage sur un individu qui se présente comme un guérisseur, elle éprouve aussitôt une sensation prodigieuse. C'était incroyable. J'ai ressenti une grande paix et j'ai eu très envie de rencontrer cet homme. Ce guérisseur est le docteur Issam Nemmeh, un anesthésiste de l'Ohio qui prétend guérir les maladies incurables par la prière. 2 mois après l'émission de télévision, Julie décide d'aller le voir.
Quand le docteur Nemeh est apparu, j'ai ressenti une grande chaleur dans le bas du dos. J'étais incrédule. Je ne pensais pas qu'il se passerait quelque chose aussi vite. J'ai retrouvé dans ses yeux un éclat éteint depuis des années. La transformation a été totale. Elle a retrouvé son tonus, ses couleurs et sa vie. J'étais sidéré. Les douleurs dorsales et les maux de tête de Julie disparaissent tout à coup. Sa vue se rétablit. Elle peut à nouveau marcher normalement. J'ai senti que je n'avais plus besoin de ma canne. Et j'ai marché toute seule jusqu'à la voiture, ce dont j'étais incapable avant. Il s'était passé quelque chose de spectaculaire. Ses médecins ne s'expliquent pas son rétablissement, mais Julie n'a aucun doute. J'ai vécu un miracle. Je ne vois pas d'autre explication. Julie n'est pas la seule dans son cas. D'autres malades incurables disent avoir été sauvés par la prière. Le Seigneur m'a délivré de ma douleur. Ce que j'ai vécu est miraculeux. Qu'ont réellement vécu tous ces gens? Un guérisseur les a-t-il miraculeusement débarrassés de leur souffrance par la prière? Ou bien leur rétablissement est-elle une illustration de l'extraordinaire pouvoir de l'esprit? Est-ce que c'est psychologique? Naturellement. Un anesthésiste de l'Ohio affirme guérir des maladies incurables par la prière. Faut-il y voir un véritable miracle? Gilbert Ross est le directeur médical de l'Observatoire scientifique et sanitaire américain. Il met en doute le rôle du guérisseur. Le fait qu'un patient se rétablisse miraculeusement après avoir vu un guérisseur ne signifie pas que le guérisseur est véritablement responsable de ce rétablissement. Ross a une explication plus rationnelle. Il pense que la guérison miracle des patients est le fruit de l'extraordinaire puissance de leur esprit. S'il y a guérison, c'est entièrement dû à l'effet placebo, qui repose uniquement sur la conviction du patient que les pouvoirs du guérisseur sont réels. L'effet placebo est un mécanisme reconnu dans le monde médical, par lequel un patient guérit uniquement parce qu'il croit recevoir un traitement actif. Lors d'essais cliniques, des placebos se sont parfois révélés plus efficaces qu'une intervention chirurgicale. Si on donne une boîte de bonbons à un patient en le persuadant qu'il s'agit d'un traitement, ça peut déclencher une réponse placebo qui lui sera bénéfique. Ça écarte aussi tout risque d'effets secondaires ou de complications liées à un traitement actif. Mais il y a un problème loin d'être anodin avec les placebos, c'est qu'ils sont contraires à l'éthique. Si un médecin donne un traitement qu'il sait inactif à un patient sans le lui dire, il ment à son patient. Quelles que soient les bonnes intentions qui motivent ce mensonge, ça reste discutable sur le plan éthique. Personne ne sait exactement ce qui rend les placebos aussi efficaces. Mais il est reconnu que le cerveau est capable de provoquer une guérison et que la confiance du patient dans un traitement est un remède très efficace. L'effet placebo est réel dans la mesure où il fonctionne avec un pourcentage significatif de patients. Est-ce que c'est psychologique? Naturellement, puisqu'il n'y a pas de traitement actif. Mais c'est bien réel. Ça repose aussi sur des mécanismes biochimiques et physiques. Le pouvoir de l'esprit est considérable. Et le cerveau produit des neurohormones qui influent sur le métabolisme du corps. On sait que les antidépresseurs libèrent des inhibiteurs neuronaux qui augmentent la concentration de sérotonine dans le cerveau. Sachant que l'humeur et le comportement peuvent être modifiés par des molécules, pourquoi un facteur psychologique ne peut-il pas générer des molécules qui soignent le patient? Serait-ce là le secret du docteur Nemeh?
Est-ce par effet placebo que ces prières agissent en vertu de la confiance des patients en leur efficacité? Les patients sensibles à la spiritualité et la religion sont bien plus réceptifs à toutes sortes d'effets placebo, y compris la guérison miraculeuse. Ça suppose qu'il y ait un rituel et que le patient soit persuadé que l'intervention du guérisseur va leur être bénéfique. Les succès que revendiquent les guérisseurs s'expliquent-ils par le triomphe de l'esprit sur le corps? L'effet placebo expliquerait quelques guérisons, mais il y en a des centaines, et même des milliers. Jack Keller anime une émission de radio évangélique. Il est convaincu que le docteur Németh accomplit d'authentiques miracles, qu'il a même vu se dérouler devant ses yeux. J'ai une rétinite pigmentaire, une maladie dégénérative qui rend aveugle. Je connais le docteur Németh depuis 11 ans, et il m'a redonné 2 fois la vue. C'était à chaque fois un moment spectaculaire. Mais comment une telle guérison est-elle possible? D'où Jack Keller croit-il que le docteur Németh tire-t-il ses pouvoirs? Ce n'est pas lui qui guérit. Il le dit lui-même. Il assiste à l'intervention de Dieu. Il joue le rôle d'intermédiaire. Pour Keller, ces guérisons miraculeuses sont issues d'une tradition aussi ancienne que la chrétienté. La Bible est truffée de récits de guérison. Jésus et les apôtres avaient des pouvoirs de guérisseurs. Ça a toujours existé. Il y a d'innombrables exemples de miracles accomplis par les apôtres. Et c'est la même chose qui se passe aujourd'hui. Le docteur Németh perpétuerait-il la tradition des miracles bibliques? Faut-il prendre les guérisseurs au sérieux? Leurs détracteurs pensent qu'il ne faut y voir que le pouvoir de la suggestion. Les guérisseurs sont des imposteurs. Consciemment ou non, ils ont des trucs pour suggérer aux malades qu'un miracle s'est produit, alors que ce n'est pas le cas. Terence Hines enseigne la psychologie à la Pace University de New York. Il a une approche rationaliste des succès du docteur Németh. La conviction des patients qu'ils vont être guéris est importante. Le rituel sert à activer la production d'endorphines, qui diminue la sensation de douleur. Les endorphines sont des analgésiques sécrétés par le corps en cas d'excitation. Elles vont faire croire aux patients qu'ils ont été guéris. En infiltrant le monde des guérisseurs, Hines découvre que certains d'entre eux ont recours à des supercheries. Je me suis rendu incognito à une cérémonie d'un guérisseur de Brooklyn. À un moment, on a fait monter sur scène un vieil homme en chaise roulante. Le guérisseur a posé ses mains sur lui et lui a ordonné de marcher. Le vieil homme s'est mis à déambuler sur les scènes, tandis que le public criait au miracle. En réalité, l'un des assistants avait repéré cet homme arrivé à la cérémonie par ses propres moyens et lui avait proposé de s'asseoir en chaise roulante. Le vieil homme s'y est assis et 45 minutes plus tard, on l'a fait monter sur scène. Et naturellement, il a réussi à marcher. Mais il n'a pas eu la force de dire au public « Je marchais déjà avant ». Voilà comment on fait un miracle. À la fin de la cérémonie, le guérisseur a fait une chose que je trouve très grave. Il s'est adressé à tous ceux qui n'étaient pas montés sur scène pour leur dire qu'eux aussi étaient guéris, qu'ils pouvaient jeter leur insuline et leurs médicaments pour le cœur, car le docteur Jésus s'était chargé d'eux. C'était lamentable. Mais pourquoi des guérisseurs tromperaient-ils délibérément des malades? Selon Hines, leur activité est très lucrative. Aucun des guérisseurs que j'ai rencontrés ne faisait payer l'entrée des cérémonies. Mais ils encouragent le public à donner de l'argent. Une fois, je me suis porté volontaire pour récolter l'argent. Et on m'a donné un seau grand comme ça. J'ai cru qu'ils étaient fous de croire que les gens donneraient autant. Mais c'est moi qui me trompais. J'entassais les billets de 50 et 100 $ dans mon seau. J'ai dû récolter dans les 6 000 $.
On était 12 à faire la collecte. Ça fait 72 000 $ prélevés à tous ces gens en une seule soirée. Pour moi, c'est du vol autorisé. Aux États-Unis, les congrégations religieuses ne paient pas d'impôts, donc rien n'est reversé à l'État. C'est vraiment du vol. Aux États-Unis, ces pratiques ne sont sans doute pas illégales. Mais si j'étais juriste, je pourrais sûrement m'appuyer sur la Constitution pour écrire une loi qui y mette fin. Hines pense qu'il est facile de persuader des malades qu'ils ont été miraculeusement guéris. Il se propose de mettre en évidence le pouvoir de la suggestion. Un comédien joue le rôle du médecin guérisseur. Il s'aidera d'un stimulateur neuronal censé réduire les douleurs. Le stimulateur neuronal s'apparente en fait à un placebo. Il n'a strictement aucun effet. Je pense qu'un certain nombre de gens, pas tous, mais certains d'entre eux, vont penser que leurs douleurs ont disparu. Bonjour. La première volontaire se plaint d'une douleur à la cheville. Notre faux médecin lui garantit qu'il peut l'aider. Je vais mettre en marche, respirez calmement. Je veux que vous sentiez l'énergie qui circule dans votre tête. Allons-y. Vous sentez déjà la différence? Oui, c'est relaxant. C'est prodigieux, regardez. Vous pouvez déjà la bouger. Oui, je ne sais pas comment ça marche, mais j'avais une douleur au pied qui m'empêchait de le bouger. Alors que maintenant, je sens déjà beaucoup moins la douleur. La théorie de Hines se vérifie. De nombreux volontaires se laissent facilement tromper par le faux médecin. Hines est convaincu que l'expérience aurait pu générer un profit. Les gens qui ont affirmé sentir un résultat auraient sûrement fait une donation, sans doute modeste, parce qu'ils ne venaient pas pour ça, mais néanmoins réelle. Les guérisseurs sont-ils des escrocs profitant de la crédulité de personnes vulnérables, ou bien accomplissent-ils de véritables miracles qui soulagent les souffrances de leurs patients? À moins que le cerveau humain soit assez puissant pour que des gens tels que Julie guérissent par simple autopersuasion. Bizarre ou pas? Les manifestations de la puissance de l'esprit humain s'accumulent et ne se ressemblent pas. Une femme dit avoir aidé à résoudre un meurtre grâce à ses visions. Les pouvoirs médiumniques permettent-ils d'élucider des crimes? En Californie, un homme se souvient du moindre instant de sa vie. Pourrions-nous tous avoir une mémoire absolue? Un guérisseur affirme guérir des maladies incurables par la prière. Est-ce un miracle des temps modernes ou une illustration de la puissance de l'esprit? À vous de décider.